Je ne prépare jamais. Bonsoir. Septembre 2019, 3 régions du Cameroun sont déclarées zones économiquement sinistrées par décret du Premier ministre. Il s'agit du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Celles-ci sont en effet sujettes à des crises sécuritaires et pour encourager le développement de ces zones, les entreprises qui vont s'y installer bénéficieront d'exonérations de taxes et d'impôts pendant 3 ans. L'extrême nord, qui fait face à des attaques de Boko Haram depuis 2013, va mal malgré les multiples plans de reconstruction, de développement lancés. Tissu économique fragile du fait de ces exactions, voirie quasi inexistante, la scolarisation des jeunes, l'autonomisation des femmes, sans oublier les conflits intercommunautaires et même les inondations, voilà quelques problèmes que vivent les populations de cette zone, qui se trouvent pourtant être un grand vivier électoral. Comment expliquer cet état des choses? À ce jour, quelle évaluation peut-on faire de ces plans? L'extrême nord, qui regorge de nombreuses richesses, est paradoxalement une des zones les plus pauvres du Cameroun. Les statistiques parlent d'ailleurs de 74,3%. Aujourd'hui, se multiplient les stratégies afin de mettre sur pied des dynamiques de développement socio-économique. Allons-nous progressivement vers la fin du calvaire et donc donner fière allure à cette région? Les élites sont-elles prêtes à tout mettre en œuvre pour un décollage définitif et périn de l'extrême nord et par ricochet du Grand Nord? On en parle ce soir justement avec un fils de la localité, géostratège et acteur de la société civile. Dans sa quête de solutions pour le développement, cet originaire de Kousséri propose de nombreuses idées qu'il nous présentera dans un instant. Le président de la fondation qui porte son nom est notre invité. Dalil Abakaka Bourkou est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me donner une tribune pour exprimer à peu près mes idées, c'est ce que je pense. Soyez le bienvenu. Je précise que vous venez de Yaoundé. Bon, ça aussi c'est vrai. Alors, je le disais il y a un instant, vous êtes originaire de Kousséri, dans l'extrême nord. Oui. Dites-nous, s'agissant tout d'abord de Boko Haram, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la menace est écartée? Bon, la menace n'est pas totalement écartée parce que de manière sporadique, et récemment encore, on a signalé des exactions de cette secte qui, bien que étant fragilisée, n'a pas complètement disparu. Donc, voilà, je ne pense pas que ce phénomène a disparu. Il est latent, il n'est peut-être plus aussi récurrent, mais il est présent. Alors, les attaques sont passées, mais les dégâts sont plus que visibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, ou alors évaluer de façon, grosso modo, l'ampleur de ces dégâts-là? Grosso modo, ces dégâts ont connu une implémentation progressive au fil des ans. Le gouvernement et l'armée ont fait beaucoup d'efforts pour juguler ce phénomène. Il y a un net recul quand même des incursions, des différentes incursions de Boko Haram, parce que, vous savez, juguler la criminalité transfrontalière n'est pas une chose assez aisée, parce que les frontières sont poreuses, et elles sont ouvertes, elles ne sont pas sécurisées. Donc des bandes armées peuvent être au Nigeria, une ou 2 heures de temps après se retrouver du côté de Dabanga, dans le territoire camerounais, ou un peu plus au nord, du côté de l'île de Kofia, peuvent se retrouver au Niger. Donc
c'est assez délicat. C'est assez délicat. Donc, toutes les opérations de maintien de manière ponctuelle qui ont lieu sur le terrain sont confrontées à cette migration-là qui ne permettent pas totalement la sécurisation de ces zones. Mais je pense que de plus en plus, l'armée prend le dessus, elle prend la main et quel que soit le cas, même si c'est une guerre asymétrique, elle s'adapte et elle mue au fur et à mesure des mouvements de ces groupes armés. Alors, avant Boko Haram, il faut dire que l'extrême nord a toujours été quelque peu conflictogène. On a eu des conflits intercommunautaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Boko Haram est venu, j'ai envie de dire, éteindre ces conflits-là, ou alors ils sont latents? Boko Haram n'a pas éteint les conflits. Les conflits sont latents. L'illustration que nous avons eue des cas récents des conflits entre Mousgoum et Arabes le matérialise clairement, illustre clairement le fait qu'il faille faire un travail en profondeur. Voilà, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, mais la présence de Boko Haram n'a contribué qu'à fragiliser le tissu économique. Qui a installé une paupérisation et une pauvreté qui est bien réelle et qui est bien visible aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'extrême nord n'est pas une zone non sinistrée. Elle est en face de tous les avarices, elle est en face de tous les problèmes liés aux différents changements, aux différentes mutations liées au climat. Il y a les inondations à chaque fois qui sont récurrents. Bon, le bilan qu'on peut faire quand même de tout ça, c'est que en ce qui concerne Boko Haram, il y a quand même des améliorations que l'armée fait. Et les conflits intercommunautaires, est-ce que on a parlé de la paupérisation, on le sait déjà, la population est extrêmement pauvre et donc exposée à ces conflits-là et comment je vais dire, à la perméabilité des actes de Boko Haram ou alors d'être enrôlé dans cette secte-là. En plus de ça, on peut dire qu'il y a la recherche des ressources et même l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, selon vous, tout au moins sur les conflits intercommunautaires, pour que ceci n'existe plus du tout? Les conflits intercommunautaires sont sous-jacents aux problèmes politiques. Ça, je l'ai toujours dit sur tous les plateaux. Je suis passé. Et j'ai toujours fait une illustration schématique de l'évolution dans le temps de ces conflits qui sont récurrents du fait en fait, c'est une question de gestion de l'espace dans le temps et de gestion des ressources potentielles qui sont présentes dans cette zone. Donc, il faut doper l'économie locale. Il faut créer de la plus-value, il faut créer de la richesse pour qu'il y ait moins de chômage des jeunes. Parce que ce qui attire les jeunes aujourd'hui à aller dans les bandes, dans les Boko Haram et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce que la précarité est telle que le tissu économique étant fragilisé, ils n'ont rien à faire. Et ils se retrouvent à rejoindre ces bandes-là. C'est l'une des solutions. Il faut d'abord doper l'économie locale. Il faut trouver des solutions adéquates et adaptées à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation des femmes, à l'encadrement de toute cette masse-là. Quand vous dites emploi des jeunes, est-ce que ça veut dire que le secteur, il faut attendre le secteur formel, ou alors même dans le secteur informel, c'est pas possible? Le tissu économique de manière globale, que sur le plan de la macroéconomique ou sur le plan de la microéconomique, que ce soit dans le secteur formel ou informel, il est fragilisé. Ouais. Qu'est-ce qui peut générer et créer des emplois? C'est l'implémentation réelle, par exemple, du plan d'urgence triennal
qui est consécutif au DSE, à l'ancienne DSCE, qui maintenant est devenue la SND 30. Il faut donner la possibilité aux entreprises locales de pouvoir soumissionner à des DAO, de générer des emplois, créer de la plus-value. Ça, c'est très important. Mais quand déjà, si on parle du plan d'urgence pour l'extrême nord, on parle de près de 1810 milliards. Dans lequel il y a un volet de reconstruction à hauteur de 136 milliards. Il y a un problème d'implémentation. Il y a un problème de sous-consommation dû parfois à un niveau très bas de maturation des projets qui sont arrimés à la consommation de ces crédits. Il y a un problème de maturation. Donc il faut faire au niveau des opérateurs économiques un travail de sensibilisation. Déjà à l'auto-création, déjà à l'auto-entrepreneuriat, pour qu'ils puissent avoir les outils qui leur permettent de soumissionner, qui puissent aboutir à la consommation de ces crédits-là et qui permettent de juguler les problèmes de chômage. Donc c'est une chaîne qui est totalement enchevêtrée et qui se tient. Si des entreprises sont florissantes dans l'extrême nord, je vois le travail que le président du conseil régional, que je ne connais pas, mais que je ne vais pas tarder à connaître, fait pour attirer les investisseurs, pour attirer les opérateurs économiques dans l'extrême nord, pour qu'ils viennent travailler, parce que l'exode rural a fait aujourd'hui que beaucoup de ces jeunes qui constituent une main-d'œuvre potentielle migrent vers les grandes villes, les grandes capitales. Donc, c'est une solution globale et une solution profonde qu'il faut trouver. Il faut trouver. Peut-être que dans les pistes de solutions, vous allez nous dire ce que vous pensez, vous proposez comme solution. Je voudrais qu'on s'attarde d'abord sur ce plan de reconstruction. Là, l'enveloppe, c'est 1810 milliards. Oui. Justement, 136 milliards sont pour la reconstruction. Oui. Le développement des infrastructures, on a 1 milliard 587. Oui. Appui aux activités socio-économiques et adaptation au changement climatique, 87 milliards. Oui. Alors, le plan s'étend sur 5 ans. Est-ce que selon vous, Oui. c'est une masse, c'est une grosse enveloppe? Parlons d'adaptation au plan climatique, Oui. Madame Domken. Adaptation au plan climatique. Les effets du réchauffement climatique, nous les ressentons de plus en plus avec des inondations qui sont récurrentes. Absolument. Mais comment se fait-il que la majorité des villes dans l'extrême nord n'aient pas un plan d'urbanisation, n'aient même pas un schéma directeur même de l'implémentation des infrastructures qu'ils ont à faire? Vous avez des villes qui n'ont pas de comité de développement. Vous avez des villes qui n'ont pas un schéma directeur. Vous avez des villes qui n'ont pas un plan d'irrigation. Parce qu'ils n'ont pas un plan d'urbanisation. Parce que le plan d'irrigation et de canalisation, c'est dans le plan d'urbanisation qu'on le trouve. Mais ce travail doit être fait en amont. Il y a des études qui doivent être faites, qui quelquefois le sont, mais n'arrivent pas à se déployer du fait des volontés quelquefois politiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de volonté politique. Les élus, bon. J'ai envie de dire que les élus viennent de la population. Est-ce que il faut... Certes, ce sont les politiques, mais est-ce que sur le plan plus local, je veux dire, ce qu'on appelle les élites, pas forcément politiques, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de faire bouger les lignes de ce côté-là? Je parle des élites de manière globale. Okay. Moi, je suis une élite. Notre responsabilité, elle est toute établie.
notre inertie, quelquefois, elle est établie. C'est une responsabilité collective. Ce n'est pas une responsabilité individuelle où il ne s'agit pas de mettre au tribunal un tel, ou d'indexer un certain nombre de personnes ou une catégorie de personnes. Nous parlons à l'évidence des faits. D'accord. Madame Domken, quand je pars de Kousséri pour Maroua, 260 km, et je fais 9 heures, je m'interroge. Il y a 3 commissions interministérielles qui ont fait des descentes. À l'époque, M. Mwintou était sur le terrain. Hein? Madame Ketcha, Feu Adungargoum, ils sont allés sur le terrain. Il y a eu des commissions interministérielles qui ont fait des descentes. Et qui ont fait des promesses et qui ont dit que les travaux allaient débuter. Bon. Le génie militaire a repris le travail de cette route. Avant ça, il y a eu des Chinois. Il y a eu un problème d'insécurité qui a stoppé les travaux. Le génie militaire a repris sur les financements de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie, le ministre des travaux publics, ils ont tous été là-bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne bouge pas réellement et que l'économie locale, au-delà des problématiques sécuritaires, soit paralysée par le fait que des camions ne puissent pas alimenter une ville comme Kousséri, qui est une ville frontalière. Un carrefour commercial. Un carrefour commercial. Et les populations de Kousséri, elles font comment pour vivre? Les populations de Kousséri, elles font comment pour vivre? Parce que nous, c'est notre responsabilité, nous les élites. C'est nous qui devons déployer les politiques prévues par le gouvernement de la République. Monsieur Biya ne peut pas tout faire. Je suis désolé. Je ne suis ni du MRC ni du RDPC, je suis dans la société civile, mais je fais des constats, c'est tout. Les constats sont là. Quand vous partez de Garoua à Ngaoundéré et que vous faites 9 heures, quand vous touchez un interrupteur et qu'il n'y a pas la lumière, alors qu'il y a le barrage de Lac d'Eau à côté, c'est paradoxal. Quand à Kousséri, on est alimenté, toute la ville de Kousséri est alimentée par un groupe électrogène qui manque parfois de carburant, de gasoil. Alors que le barrage de Lac d'Eau alimente jusqu'à Ouaza, aux encablures de Kousséri. C'est bien réel. Ce n'est pas moi, Abaka Kadalil, qui invente. Quand chaque fois il y a des problèmes d'inondation, aux mêmes périodes, et qu'on ne peut pas aller d'un quartier à l'autre à Maroua, parce qu'on a l'eau jusqu'au cou, parce que les sols ne sont pas sablonneux, ils sont argileux, donc moins poreux. C'est une réalité. C'est une réalité qui fait face au plan d'urgence. C'est une réalité qui fait face au volet de la reconstruction. Parce que les infrastructures qui datent des années 60 sont défaillantes de plus en plus. Ces infrastructures sont défaillantes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas? Pourquoi est-ce que ces crédits sont sous-consommés? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que nous, les élites, nous avons la responsabilité de nous poser, et nous avons la responsabilité de tout faire pour nous déployer. Il est temps que le Grand Nord se réveille et qu'on regarde des choses en face. Il y a des zones dans le Nord où il y a l'école, c'est sous des, je sais pas, des NACO, c'est-à-dire qu'on fait des pailles. Voilà. Pourtant, il y a un plan d'urgence triennal, il y a des enveloppes qui sont prévues, et parallèlement à ce plan d'urgence, à ce plan de reconstruction, il y a le budget d'investissement public qui, quelquefois, est totalement consommé. Mais il y a des infrastructures qui sont inexistantes. Ce budget d'investissement public est sous-consommé ou quelquefois consommé sans voir l'implémentation réelle sur le terrain. Donc, il y a tout ça.
À Marois, il y a des endroits où vous ouvrez le robinet, vous n'avez pas d'eau, mais vous avez le maillot qui passe à côté. Vous avez le maillot qui passe à côté. À Garoua, c'est pareil, vous avez la baignoire à côté. Les ressources hydrauliques, nous les avons, mais il n'y a pas d'électricité. C'est pareil en Ngaoundéry. Il y a un axe en Ngaoundéry qui passe devant le collège de Mazonout, qu'on a attribué à un ex-élu local qui était en même temps homme d'affaires. Ce axe-là, jusqu'aujourd'hui, ne fait pas l'objet de travaux. Et apparemment, le budget pour ça a été consommé. Les réceptions ont été plus ou moins faites. Il faut dire que c'est un axe principal quand même de ce côté-là. Ça va de la gare voyageurs jusqu'au centre-ville. Qui passe devant le Mazonout. Oui. Mais c'est de la responsabilité de qui? D'un homme qui a été une élite et qui est toujours une élite. Donc notre responsabilité, elle est collective. Nous devons nous réveiller, nous devons proposer des solutions. Parce que qu'est-ce qui nous donne la qualité d'élite? C'est le fait que... Les actions menées sur le terrain. Au-delà des actions, que nous soyons démarqués d'une certaine manière des populations et que nous avons impulsé, si je puis le dire, un certain leadership pour porter la voix des plus démunis. Sinon, tout le monde serait une élite. Alors, donc on parle de... Déjà, les projets ne sont pas suivis, et surtout de ce laxisme-là, le laxisme des élites, pas que les élites, le laxisme du gouvernement et également des élites. Moi, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui peut motiver cela lorsqu'une élite elle-même décide de laisser sa propre région à l'abandon? La mauvaise gouvernance, l'intérêt personnel. Le gouvernement met en place des outils. À Kousséry, il y a, par exemple, les agriculteurs, la zone des périmètres, le projet sur la zone des périmètres irrigués, avec le MINEPAT, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Domaines. Il y a j'observe aussi avec beaucoup de satisfaction qu'il y a le PROLAC qui mène beaucoup de bonnes actions. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est au-delà, le gouvernement met en place des dispositifs, met en place des enveloppes, mais c'est aussi une question de volonté politique locale. C'est des hommes qui sont derrière tout ça, au niveau local. Mais tant qu'on réfléchit de manière individuelle et pas de manière collective, ça aboutit forcément au spectacle que nous voyons. Alors, toujours dans les plans d'urgence, en 2014, il y a un plan d'urgence pour le développement décidé par le chef de l'État. En 2015, il y a l'AFD qui décide de s'engager aux côtés du Cameroun pour permettre aux populations de reconstruire la région de l'extrême nord et renouer surtout avec l'emploi. Par l'entremise des CD2. Oui, par l'entremise effectivement des CD2. Oui. Est-ce que précisément cet autre plan-là, est-ce que selon vous, il a au moins mieux marché que les autres? Il va sans dire que des projets préfinancés par des bailleurs de fonds étrangers sont plus structurés et plus maturés. Ça, c'est clair. Et les financements sont plus... Il y a plus de surveillance en ce qui concerne les financements et même les modalités d'attribution des dossiers d'appel d'offres. Les critères sont sélectifs et les critères sont souvent... Moi, je suis un opérateur économique, je suis mieux placé pour vous le dire. C'est toujours 100% en ce qui concerne les dossiers, les projets portés par l'AFD. Je prends l'exemple du marché de Dougoy, qui est sur les CD2, un projet porté par l'AFD. Les critères d'obtention de ces DAO, c'est 100%. C'est 100%. Et il veille à ça, il veille à cela. Les modalités de soumission sont définies, les critères sont... Voilà, et les financements sont suivis des faits à des séquençages bien précis et qui sont respectés. Bon. Maintenant, vous avez parlé sur le plan fiscal des différents dégrèvements ou exonérations pendant 2 ans. 3 ans. 3 ans. Je suis désolé. Mais si on ne sensibilise pas l'opérateur économique, si on ne le sensibilise pas à l'utilisation des outils dont il a besoin,
à savoir qu'il puisse créer une structure, qu'il puisse encadrer cette structure, qu'il puisse avoir de l'expérience pour soumissionner. Mais ça va servir à quoi d'exonérer une entreprise si elle n'a pas les moyens de soumissionner? Donc, de juguler la main, de juguler le chômage en employant. C'est de mettre la charrue avant les bœufs. Justement, vous empiétez sur la question suivante. Je voulais justement demander qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'on a mis, il faut le dire, vous avez commencé à répondre à cette question, on a mis la charrue avant les bœufs. Oui. Mais selon vous, quels devaient être de façon concrète les préalables? Vous avez dit maturation des projets et tout, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà, avant même la maturation des projets, j'ai envie de dire, vraiment faire comme une école? C'est-à-dire que pour apprendre pas à pas ce qu'il faut faire. Sensibiliser par des séminaires, organisation de séminaires, l'organisation des ateliers sur des thématiques qui permettent aux opérateurs économiques locaux, qui pour la plupart sont encore des commerçants et ont des sociétés dans les sacs, il faut dire la vérité, de mettre sur pied des structures solides qui leur permettent de soumissionner, de remplir des critères de soumission sur des segments de marché, de construction d'infrastructures qui auront un impact sur la vie sociale des populations. Ça ne sert à rien d'exonérer d'impôts une entreprise en gestation qui est balbutiante. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Et c'est le bon sens, c'est la logique qui voudrait que ce soit comme ça. Faire un travail en amont, encaisser le retour en aval et déployer. C'est un schéma qui est très simple. Moi, je ne suis pas statisticien, non. Moi, je parle des faits. Je dénonce des faits. Je ne suis pas qu'une force de critique, mais je voudrais aussi être une force de proposition. Et je dis, le président du conseil régional actuel, M. Kalbassou, que je ne connais pas, je le connais à distance, fait un bon travail en essayant de sensibiliser, en essayant de demander aux opérateurs économiques de l'extrême nord de rentrer travailler. Ce ne serait pas un phénomène de régionalisation que de vouloir se déployer dans nos propres contrées, puisque d'autres le font de manière claire ou de manière subtile. Alors, est-ce que selon vous, il y a des régions ou des localités qui ont besoin de plus d'attention que d'autres? Oui, mais la proportion dans la précarité n'est pas dissolue par ce qui existe déjà. Le phénomène d'inondation, c'est sur toute la vallée du Logone, de Yagua à Koussiri. Ces populations connaissent le même phénomène. Ces populations connaissent le même phénomène. De Tokombéré à Bogo, c'est le même phénomène. Il n'y a pas des populations en termes de précarité qui sont au-dessus des autres. Puisque l'environnement, que ce soit un environnement socio-économique, il est le même. Il est le même. Donc on ne peut pas prioriser. Il faudrait qu'on fasse un travail de manière globale, mais en profondeur. En profondeur. Le MINAT est allé dernièrement, sur recommandation du chef de l'État, comme il disait, distribuer des kits. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une mauvaise initiative. Mais parce que c'est une initiative ponctuelle, ouais, par rapport à une situation ponctuelle. Mais battons-nous déjà sur le long terme à ce qu'il y ait des infrastructures dignes de ce nom, avec, pour juguler les inondations, autour des villes, des périmètres irrigués, sur la base d'un bon plan de canalisation. Il faudrait qu'on planifie ça et qu'on le déploie.
vous verrez que de plus en plus de villes dans l'extrême nord, si elles sont sur le plan de la planification, bien irriguées, avec de bonnes canalisations, avec des bassins de rétention d'eau, une voirie digne de ce nom, les problèmes d'inondation chaque année ne vont pas être récurrents. Ça, c'est clair. Mais bon, on reste là, on se croise les bras. Mais qui doit le faire? Nous, les élites, nous devons le faire. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il y a un problème de volonté politique, quelquefois il y a un problème de gouvernance, quelquefois il y a des problèmes de gouvernance, quelquefois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égoïsme aussi? Un problème d'égoïsme de manière individuelle, c'est aussi ça. Nous en portons tous la responsabilité. Je ne m'exclus pas. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au finish, c'est beaucoup de plans de relance qui se chevauchent? Voilà, et zéro résultat. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut vraiment implémenter? Je veux dire, au-delà des grosses expressions, stratégiquement, oui. Il faut définir un schéma directeur qui devrait être respecté dans ses clauses et dans son cahier de charges de manière claire. Si on dit que il faudrait qu'on construise un pont à tel endroit, le budget est de temps, il faut qu'il y ait des missions de suivi qui vont voir si c'est déployé, si comparé à la consommation de ces crédits, la proportion est la même. Parce qu'un pont qu'on construit avec un taux de consommation de crédit, par exemple, à 80%, pendant que le taux d'exécution est à 40%, il y a un problème. Oui. Bon, le ministre des Transports, non, pas le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics fait des efforts. J'observe plus ou moins les retraits de contrats, bon, voilà. Mais ce n'est pas encore ça en ce qui concerne le Nord de manière globale. Je ne parle pas seulement de l'extrême Nord. Et je le redis, c'est une illustration faite qui est bien réelle. Il y a des problèmes d'énergie. Il y a l'ACDO à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser des questions. Pourquoi même ce problème d'énergie qui est là? Pourquoi cette énergie de l'ACDO s'arrête à Ouaza? Pendant qu'à Kousséri, on utilise un groupe. Et parfois, ils font des semaines et des jours et des mois. Il y a des quartiers à Kousséri qui font des mois qui n'ont pas d'électricité. Au XXIe siècle. Oui. Et on a le Logon à côté qui passe. On a l'ACDO de l'autre côté plus bas qui s'arrête à Ouaza. Donc là, on se retrouve face à un problème de volonté politique. On a des zones où l'eau courante aussi, il n'y a pas d'eau courante, la population consomme la même eau que les animaux. La même eau que les animaux. Là, ça devient un problème de santé publique. Et après, on a le choléra. Ça devient un problème de santé publique. Ça devient une épidémie qui peut devenir une épidémie. Bon, donc, il y a tout ça. Je pense qu'il faudrait repenser le développement de manière globale dans le Grand Nord. Et il faudrait qu'il y ait une question, que la question de volonté politique et de responsabilité sociétale de nous, les élites, soit mise en exergue. Nous sommes déjà dans les pistes de solutions. Lorsque vous dites repenser, de façon, j'ai envie de dire, séquencée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un chemin directeur dans le plan de reconstruction qui planifie et déploie et implémente tous les projets de reconstruction ou de construction en profondeur, avec un cahier de charges précis et digne de ce nom. C'est indispensable. Si on règle le problème d'infrastructure, on règle le problème d'abord de maturation de projet, le problème d'infrastructure, le chômage va baisser, il ne sera plus endémique et ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que, j'ai envie de dire, pour que tout le monde se sente concerné dans cette région-là, je veux dire, lorsqu'il y a un projet, que ce ne soit pas par exemple un ingénieur qui parte de Yaoundé pour l'extrême nord, est-ce que vous pensez que la ressource humaine nécessaire est sur place? Oui.
Oui. Je n'irai pas par 4 chemins. Mais il y a des hommes sur place. Sur le plan de la démographie, on est quand même... La question, je la pose on parce n'est pas les que moins de 10 ans. on a Il y a envie de de la se dire... ressource, il y a de la... Vous savez, pour la création, le lancement des activités de la Fédération des femmes dynamiques du Lorraine et Chari, Ouais. j'ai fait déplacer tout un ministre, Madame Abena. Mais elle m'a dit, mais monsieur Abakaka, quand elle est arrivée à Kousséri, il y a du potentiel ici. En termes de créativité, en termes de possibilités d'encadrement, en termes de possibilités d'autonomisation de la femme, il y a un potentiel réel. Le potentiel est là. Le capital humain est là. Et les possibilités aussi sont mises à disposition plus ou moins dans la limite du budget de l'État, dans le cadre de tous les programmes. Mais il faudrait que nous suivions. Il faudrait que ce leadership que nous voulons impulser ne soit pas factice, ne soit pas un leadership égoïste, et que les politiques que nous déployons ne fassent pas de nous des politiciens pyromanes. C'est-à-dire qu'on mette le feu d'un côté. Et qu'on revienne faire les pompiers. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est que c'est... Je sais pas, moi, je suis quelquefois outré un peu plus tous les jours d'avoir à constater un certain nombre de choses. Et c'est ça que nous devons faire. C'est tout ce que je dis là. C'est ces pistes-là que nous devons amorcer. Est-ce qu'il y a des points prioritaires selon vous, où il faut attaquer tout en même temps? Il devrait y avoir dans un chemin des points prioritaires. Il faut aller crescendo, il faut aller de manière progressive. C'est pour ça que le plan de reconstruction s'étale sur 5 ans. Mais j'ai envie de dire qu'il est terminé. Le chef de l'État est allé en 2012 à Garoua, à Marois, et dans les zones sinistrées avec la première dame. Il a fait des promesses qui se sont illustrées après par la signature d'un décret d'application en 2015. Oui. Qu'on a inscrit dans le plan d'urgence régional pour l'extrême nord, qui lui-même comporte le plan de reconstruction. Le plan d'urgence, c'est 1800 milliards à peu près, vous avez dit. 1810 milliards. 10 milliards. Le plan le volet construction, C'est environ 140. 140 milliards sur 5 ans. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons partir de Kousséri à Marois? Décemment. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons partir de Ngaoundéré à Garoua? De toutes les façons, le voyage par route est... Oui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des problèmes de ressources énergétiques? À quel niveau quel bilan pouvons-nous faire de ces enveloppes? Selon vous, quel est le pourcentage lorsque vous regardez? De manière vous n'êtes pas globale, statisticien. je ne suis pas statisticien. Moi, je suis juriste et je suis géostratège. Je ne suis pas statisticien, mais de manière globale, le pourcentage, on est à moins de 40%, s'il faut voir sur 5 ans. Sur 5 Oui. Plus de 5 ans déjà, Oui, parce qu'on est en 2022. Oui, à mon avis, on n'a pas atteint les 40%. Si on a atteint les 40%, j'attends bien que quelqu'un se prononce et vienne me dire et me démontrer de manière schématique et dans l'ordre chronologique même de l'exécution sur la base d'un bon plan de reconstruction qu'on a dépassé les 40%. Et j'imagine que le budget... Suivez mon regard. Alors, il ne fait aucun doute, hein, vous l'avez dit, le tissu économique est fragilisé. Comment relancer, selon vous, cette zone carrefour commercial? Parce que quand même, on a le Nigeria à côté, on a le Tchad, un peu plus loin le Niger et même la République centrafricaine.
Comment relancer, je parle du Grand Nord en général, selon vous, Je l'ai déjà sur dit. le plan économique? Sur le plan économique, pour doper l'économie locale, Oui. il faudrait faire des projections de manière claire, sur la base d'un schéma directeur qui planifie, déploie, implémente réellement, pas de manière factice. Pas de manière factice. Parce que c'est souvent lors des échéances électorales que les gens viennent. Il y a un ministre à l'époque, paix à son âme, qui dans une salle de parti à Kousséry un jour a promis qu'avant la date d'échéance des élections présidentielles, j'étais dans la salle, on verrait la ville, on verrait la route de Kousséry-Marois achevée. Il est décédé, elle n'est pas toujours achevée. Oui, elle n'est pas toujours achevée. Faites des recherches, vous aurez les images vous-même. Il y a des reportages même de STV qui ont parlé de ce phénomène-là. Je veux comprendre ce paradoxe-là. C'est-à-dire, c'est une zone qui a, permettez-moi l'expression, c'est très souvent comme ça qu'ils l'appellent, du bétail électoral. Mais à côté, rien n'est fait. Est-ce que ici, autant les élites sont indexées ou se sentent concernées, est-ce qu'elles aussi ne devraient pas déjà sensibiliser sur ce volet-là? Ne vous faites plus... Il faudrait savoir berner. si elles ont intérêt à sensibiliser, parce que la sensibilisation a ceci de particulier que ça éveille les esprits. Est-ce que nous, élites de tout rebord, avons-nous la volonté que les esprits de ce bétail électoral s'éveillent? Je dis non, je ne pense pas. Donc, est-ce que... C'est une élite qui, Oui. quelquefois, voudrait même laisser les populations précarisées dans le manque. C'est dur quand même. Oui, ce n'est pas dur, c'est une réalité. C'est ce qui se passe. De voir Parce sa que les population. promesses ne sont pas suivies des faits. Mais, madame, quand les populations boivent la même eau que les animaux, la conséquence c'est quoi? C'est la naissance d'une épidémie. L'épidémie de choléra est en train de revenir. Surtout que nous sommes en saison On se pluvieuse. retrouve face à d'autres problèmes qui sont liés aux problèmes de santé publique. Ok? Nous avons un ministre de la Santé qui est du Nord. Il fait des efforts. D'accord. Mais moi, je parle de ce qui se passe. Je ne suis pas un homme politique, je ne fais pas la langue de bois. Je fais des constats, je propose des solutions. Si je suis écouté, tant mieux. Peut-être qu'un jour, si je suis aux affaires, je vais faire différemment ou je vais faire pire. Mais l'évidence est là. Elles n'ont aucun intérêt à ce que les populations, par la sensibilisation, s'affranchissent et que leurs esprits s'éveillent. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on voit sur le terrain. Sinon, ça aurait été différent. Permettez la question, dans quel but? Je veux dire, maintenir des gens dans la précarité, de les voir mourir. L'onction par le leadership d'une élite qui s'est distinguée, c'est qu'elle reste toujours, par la distinction, un palier au-dessus des autres. C'est la vocation, par l'onction, d'une élite. Parce qu'il y a des élites responsables et il y a des élites qui préfèrent avoir un plan de carrière politique qui soit individuel et qui les maintienne au-dessus des autres. La politique, c'est de bien gérer sa population. Oui. C'est ça, la politique. Oui. C'est de bien s'occuper Oui. de sa population. Oui, mais
c'est aussi une forme de désinformation. C'est aussi une forme de manipulation de masse. Dire le contraire. Dire une chose et faire son contraire. Ouais. Alors un événement comme la Far North Business Week qui se tiendra en novembre prochain, je pense que le leader, c'est le président du conseil régional. Même si vous ne le connaissez pas très bien, je pense que c'est lui qui est en avant de cet événement-là. Celui-ci vise à relancer l'économie de cette région, affectée, on le sait, par Boko Haram, par le coronavirus, par les changements climatiques, mais davantage faire connaître le programme de reconstruction de l'extrême nord. C'est pendant 11 jours. Il est question d'attirer les investisseurs et développer donc cette région-là. Selon vous, belle initiative? Oui, l'initiative est innovante. Elle est innovante parce que avant ça, on n'avait jamais vu aucune élite prendre des initiatives, même si la configuration constitutionnelle de l'époque n'augurait pas de ce qui est un président de conseil régional. On avait plus des élus, donc les élus locaux à la tête des collectivités locales dites décentralisées aujourd'hui. C'est une initiative louable, mais il faudrait qu'elle soit suivie des faits. C'est en novembre prochain, là, oui, du 9. En novembre, on va se réunir. Vous allez y participer? Oui, certainement. Je suis à la tête d'une holding. On va discuter de tout ça. On va manger des petits fours après. On sera dans des convivialités. Mais il faudrait que ce soit suivi des faits. Vous n'êtes pas un peu pessimiste? Pessimiste, optimiste, je suis à cheval entre les deux. Parce que moi, je vais être ce que les chrétiens appellent Thomas. Vous voulez voir avant de croire? Je veux voir l'implémentation. Moi, je vais entrer en contact avec le président du conseil régional pour lui faire des suggestions. Je vais entrer en contact avec lui pour lui faire des suggestions. Je vais assister à ce forum, mais il faudrait que ce soit suivi des faits. Il faudrait qu'on ressente qu'on a sensibilisé, qu'on a attiré l'attention de l'opinion, des opérateurs économiques, de tous les organismes qui tournent autour des questions économiques, notamment le GICAM, la Chambre de commerce, et qu'on voit des entreprises y aller, et qu'on crée, au-delà des conditions fiscales, qu'on crée un véritable cadre de concertation qui peut déployer une mission de suivi et voir comment est-ce qu'on s'arrime à ce pourquoi nous allons nous réunir en novembre. C'est ça le hic, c'est ça le problème. Donc, je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, ni sceptique, mais peut-être qu'il faut déjà voir... l'initiative est déjà bonne. Oui, les retours de cette première édition, qu'on espère pérenne, et le suivi sur le terrain. Disons qu'on y va déjà avec de bonnes intentions. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. L'initiative est bonne, l'intention est bonne. M. Kalbassou, en ce qui concerne cette situation, est un précurseur. Ça, je le dis. Je ne le dis pas pour lui jeter des fleurs ou pour me jeter des fleurs. Vraiment, ça, je fais un constat. Il y a des élites quand même qui ont commencé à faire bouger les lignes. Oui. Alors, parlons un peu d'éducation. Tout à l'heure, on a parlé de ces écoles-là sans... j'ai envie de dire, c'est sans salle de classe, sans table, banc. Bref, des écoles qui n'existent que de nom. Est-ce qu'ici, on peut dire que c'est seulement du fait des exactions de Boko Haram ou il y a un problème de fond déjà à la base? Le problème de Boko Haram, qui mène une guerre depuis le début qui est asymétrique, a fragilisé le tissu économique, mais il y a un problème lié à l'implémentation de toutes les infrastructures de manière globale. Les écoles, ça fait partie de manière globale de grosses infrastructures.
tant que nos politiques de développement ne sont pas planifiées, ne sont pas déployées de manière claire, proportionnellement aux enveloppes mises à disposition, on ne peut s'attendre qu'à ce spectacle-là où les enfants n'ont pas de table-banc, où les enfants manquent de structures scolaires. Mais est-ce qu'on va dire que Boko Haram, c'est 2013, bien avant cela, avant les attaques, je veux dire, à l'intérieur du Cameroun, est-ce qu'on va dire que le taux de scolarisation était le plus élevé? Le taux de scolarisation à l'extrême nord est l'un des plus faibles. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour ne pas me dédire, c'est d'ailleurs une zone zone d'éducation prioritaire. En Europe, où je vis une partie de l'année, une partie du temps, quand on parle des ZEP, zones d'éducation prioritaire, on parle des banlieues. On parle des banlieues. Et au-delà de ça, on a mis sur pied un chemin qui est un chemin d'orientation sociale. Vous allez voir qu'en Europe, en France par exemple, où je vis une partie du temps, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, on construit un gymnase, on construit un stade de foot, on construit un terrain de tennis. Et vous allez voir que tous les enfants issus de ces zones qui sont issus de l'immigration sont des artistes, sont des grands footballeurs. Donc c'est une orientation psychologique sociale. C'est à cela en Europe qu'ils ont dédié les zones d'éducation prioritaire. Dans le cas de figure camerounais, la sous-scolarisation des zones du Nord a créé ce statut pour prioriser ces zones, comparé certainement à la consommation du budget d'investissement public. Voilà ma définition de ce qui est en train de se passer. Sinon, pourquoi sommes-nous dans une zone d'éducation prioritaire? Parce que le taux de scolarisation, le niveau de scolarisation est bas. Et le niveau de scolarisation est bas parce qu'il y a un déficit d'infrastructures qui ne permettent pas même aux parents de pouvoir encadrer leurs enfants, de pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles qui sont potables. C'est ça la réalité aujourd'hui. Sur le segment de l'éducation, on manque de tout. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de table-banc. Il y a de la ressource sur le plan humain. Les enfants sont là. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut juste attendre oui, on a déjà indexé la volonté politique. Sur le plan, les élites, je vais encore vous accuser peut-être. Est-ce que les élites aussi ici ne pensent pas que chacun à son petit niveau pourrait faire quelque chose, sachant qu'on a la ressource sur place? Est-ce qu'ici il faut attendre encore une implémentation ou un ordre venant de gauche ou de droite? Ce n'est même pas une question d'ordre venant de gauche ou de droite, plus que les critères liés au contexte sont fournis par le gouvernement. Quand le gouvernement se lève et puis crée une zone d'éducation prioritaire, c'est parce qu'elle veut donner un statut particulier à une zone dans un contexte qui puisse faire qu'on puisse donner plus de moyens à cette zone de manière prioritaire. C'est ça la vocation du statut de la zone d'éducation prioritaire. Maintenant, la responsabilité des élites qui se sont distinguées par leur leadership, que nous sommes, je ne m'exclus pas,
Ah oui, parce que si je m'exclus, on va peut-être dire que je vais être député ou maire. Mais Vous l'avez bien dit, vous n'êtes pas je n'ai pas intéressé. vocation pour le moment à l'être, quoique ça aurait été mon droit de pouvoir l'être, le plus légitime. Mais nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous mettre ensemble, je le dis bien, pour le prolongement du contexte que le gouvernement crée pour déployer ses politiques, pour que sur le segment de l'éducation, qu'on puisse sortir de cette ornière-là qui est latente. C'est quand même, c'est difficile à comprendre puisqu'on sait que l'éducation et la santé, c'est la base. Oui. On est dans un pays et dans une zone où il y a du bois, où il y a même des ressources minières, il y a la zone de Figuil où il y a du ciment, il y a, j'ai envie de dire qu'il y a tout. Qu'est-ce qui peut justifier donc au XXIe siècle, on ait des écoles qui n'existent que par la plaque signalétique? La mauvaise gouvernance. Peut-être que... La mauvaise gouvernance englobe tout. Tout. La corruption. Mais est-ce qu'on devrait s'asseoir et se dire, la bon, non-exécution il y a mauvaise réelle, gouvernance et on se croise les la bras? non-exécution réelle de beaucoup d'infrastructures à construire dans certaines zones reculées. D'accord. Là, on sait déjà que Okay. c'est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donc croiser les bras et se dire, Non. c'est non. bon, il y a mauvaise Moi, gouvernance? c'est un travail de sensibilisation que je fais. C'est un travail, j'attire l'attention de l'opinion. Parce que nous ne sommes pas en passe d'être dans une zone qui va être une zone sinistrée. Nous sommes presque dans une zone sinistrée déjà. On n'est pas loin d'une catastrophe humanitaire le moment venu, parce que les catastrophes humanitaires s'installent au fur et à mesure parce qu'il y a un déficit d'infrastructures qui ne permettent pas d'encadrer les populations, même déjà à la base. Parce que la base de tout ça, c'est l'éducation. Nous ne sommes pas loin d'une catastrophe humanitaire le moment venu. Quand il y a un problème d'inondation et qu'on distribue des kits, c'est de l'humanitaire qu'on fait. Ça veut dire c'est parce qu'il y a une catastrophe humanitaire qui se dessine et qui se profile. Il y a la famine qui frappe très souvent. Qui frappe très souvent. Donc, moi, vraiment, j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne le plan d'urgence pour l'extrême nord, dans lequel il y a le plan global de reconstruction qui était fondé sur le DSCE qui est devenu le SND 30. J'ai proposé des pistes. Moi, je suis ouvert à toute contribution. Je suis prêt à contribuer à quelque niveau que ce soit. Alors, que pensez-vous, à côté de l'éducation, je parle santé maintenant, que pensez-vous de l'offre sanitaire dans le Grand Nord? Comparé à la demande, oui. La demande est forte. Parce qu'une population qui est précarisée a des besoins sur le plan sanitaire. Voilà, l'offre est là. Bon, il y a un grand hôpital qu'on a construit et ouvert à Garoua. À Garoua, justement. Ok. Oui. Un hôpital de référence. Mais le paysan qui fait les champs à Boclé, est-ce que vous pensez qu'il a pour une consultation 10 000? S'il part de Boclé à Garoua, il faut qu'il paye le transport. S'il arrive à Garoua, à l'hôpital de référence, il faut qu'il paye la consultation. Est-ce qu'il a ses moyens? Non. Nous devons aboutir à ce qu'on fasse une multiplication des centres de santé qui accueillent d'abord dans ces zones reculées. Il
faudrait qu'il y ait un plan de santé. Il faudrait, comme on dit, on parle de plan, il faudrait qu'il y ait un plan d'urgence qui se déploie. Un plan d'urgence de santé qui se déploie. Ouais. Un autre plan? À travers, oui, à travers des unités mobiles de santé. Ouais. Moi, je ne sais pas quelle est la politique de santé que nous avons. Je ne me suis jamais penché. Ce n'est pas mon domaine. Mais je prends un exemple simple. Le paysan de Moutroua, aux encablures de Marois et de Garoua au milieu. Mais s'il veut venir se soigner dans un hôpital de référence à Garoua, il paye le transport de Moutroua à Garoua. Il arrive à l'hôpital de référence, on lui dit de payer 10 000. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Ensuite, s'il faut faire des scanners, vraiment tout est beau, vraiment c'est à encourager. Mais s'il faut faire des scanners, non, il faut qu'on crée, qu'on fasse une multiplication de centres de santé. Et que sur le plan social, on puisse trouver des mécanismes pour accompagner ceux qui auront des besoins spécifiques en ce qui concerne leur santé, qui puissent même au moins adhérer à ces hôpitaux. Puissent adhérer. C'est des exemples que je prends. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'effort. Oui, il y a un hôpital régional de référence. Mais combien iront à cet hôpital? Combien ont les moyens d'aller à cet hôpital? Je vous ai pris le cas du paysan de Moutroua. Je vous ai pris le cas de celui de Boclé. Il n'y a pas de classe moyenne à proprement parler, ni même de classe intermédiaire qui puisse réellement avoir accès à ces soins. Parce qu'il faut payer. On n'a pas un système de sécurité sociale au Cameroun. S'il y avait un système de sécurité sociale, comme en France, même les paysans qui sont dans les contrées les plus reculées sont pris en charge parce qu'on a la carte vitale, on peut venir et se faire prendre en charge. Si on n'est pas au chômage à hauteur au moins 100%, mais si on est au chômage, c'est 100%, si on n'est pas au chômage, c'est 70%, et votre mutuelle couvre les 30%. C'est des mécanismes qu'il faut mettre en place pour accompagner. Il faut une sécurité sociale. Mais le projet couverture santé universelle au Cameroun est en cours. Depuis combien d'années? Depuis M. Mamafouda, il est en cours. Aujourd'hui, nous avons M. Malachi. Mais c'est depuis M. Mamafouda qu'il est en cours. Je n'ai pas de commentaire à faire. Ok. Alors, je le disais au début de cette émission, vous êtes le président d'une fondation. Peut-être que dans le cadre de celle-là, vous allez bien nous... peut-être que vous... comment je vais expliquer cela? Vous arrivez déjà à corriger certains manquements selon vous à travers cette fondation-là. Je voudrais commencer déjà par les conflits intercommunautaires. Est-ce que vous qui avez une fondation, c'est-à-dire que vous vous occupez vous pensez le développement d'une autre façon, est-ce que sur le plan déjà de ces conflits intercommunautaires, vous avez des actions que vous menez pour faire taire complètement ces conflits-là? Nos actions... Bon, la fondation Abakakabourkou est un outil de développement que nous avons créé pour mettre à la disposition des populations précarisées sur des segments précis qui sont liés à l'éducation, à la santé et même au phénomène d'intermédiation consécutive et sous-jacent à des conflits interethniques. Sur ce plan, et je parle sous le contrôle des populations de Kousséri. En 2017,
personnellement, j'ai entrepris un dialogue social de sensibilisation dans des quartiers de Kousséri comme Wali, Koulouk, Sokoto, RDP, pour discuter de ces problèmes. Au-delà de ça, j'ai reçu, à ma résidence à Kousséri, j'ai été reçu par les Lawan, du côté des Arabes, avec qui on a discuté de tous les problèmes, les 18 Lawan du Logo-Nechari, avec qui on a discuté de tous les problèmes auxquels ils font face. Et on a discuté aussi de l'éventualité des solutions, toujours dans un climat de dialogue interethnique. Donc, il y a quand même des actions qui sont menées. Parallèlement à ça, pour le lancement de la Fédération des femmes dynamiques du Logo-Nechari, dont j'ai confié la direction à Mme Hadiata, qui est à Kousséri, j'ai reçu chez moi pendant 3 jours les Lawan. Nous avons discuté de tout ça. Donc il y a des actions qui sont menées de manière très discrète, mais de manière très efficace. Parce que... Selon vous, est-ce qu'ils ont donc adhéré à votre vision? Est-ce que on n'aura plus demain un autre conflit entre Mousgoum et Arabe? Ou Kotoko et Arabe. Ou Kotoko et Arabe. Il y a eu, anthropologiquement, il y a eu beaucoup de... Ouais. Il y a eu des conflits en 92 entre les Arabes et les Kotoko, et les conflits maintenant entre les Mousgoum et les Arabes. Bon. Qu'est-ce qui alimente ces conflits? Certains estiment que déjà le fait de parler de conflits interethniques, lorsqu'il s'agit précisément des Mousgoum et Arabes, c'est un peu... c'est un terme qui pourrait pousser davantage à la haine, qu'il faudrait plutôt parler de conflits socio-professionnels, puisqu'il s'agit d'agriculteurs. Il y a des problèmes de gestion des espaces dans l'OTAN. Ça, c'est clair. Puisqu'on parle, vous avez dit vous-même, d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs. Ça, c'est clair. Mais en toile de fond, à chaque fois, il y a une instrumentalisation politique. D'accord. Il y a une instrumentalisation politique. Et le constat que nous faisons quand même, c'est que à la veille de chaque échéance électorale, il y a toujours une très forte tension. C'est qu'en 92, quand il y a eu le conflit entre les Kotoko et les Arabes, c'était parti de la refonte des listes électorales. À la veille du recensement des listes électorales, à la veille d'une élection. Donc l'origine de ces conflits est connue de tous. Mais personne ne veut parler des origines des conflits de manière claire. Ce n'est qu'après coup qu'on essaye plus ou moins de réconcilier ou de colmater les brèches. Et c'est un sujet qui est assez délicat parce que moi je dis c'est l'instrumentalisation politique. Donc il faut aussi une sensibilisation de la population. Il faut une sensibilisation, il faut que les esprits s'éveillent. Il faut que les populations comprennent que faire de la politique, c'est des idées. C'est des idées. On débat, on ne combat pas. Ce n'est pas le fanatisme. C'est celui qui propose un projet de société fiable et pratique, qui peut implémenter,
qui gagne, qui devrait pouvoir gagner sans les basses manœuvres auxquelles on assiste par le truchement du verrouillage des candidatures pour créer des leaders. Non, ou pour fabriquer des leaders. Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y a comme un éveil des consciences Je pense que les prochaines échéances risquent d'être de plus en plus difficiles pour ceux qui font ce travail-là. D'accord. Parce que les populations de plus en plus s'affranchissent des leaderships creux, des leaderships qui n'apportent rien. Mais allez dans la ville de Koussiri aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est fait? Il y a une collectivité locale décentralisée. Je ne vais pas citer des noms des gens. Mais la ville de Koussiri, que j'ai connue il y a 25 ans ou 30 ans, quand feu le colonel Abakaka était maire, est la même pratiquement aujourd'hui. Les axes sont les mêmes. On est toujours dans la boue, on est toujours dans les inondations, on est toujours dans la même précarité. Et c'est valable pour beaucoup de villes comme ça au nord. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Donc tous ces problèmes sont sous-jacents aux problèmes politiques, à l'instrumentalisation que les politiques font pour mobiliser les masses, pour dresser les masses les unes contre les autres. D'accord. Alors, dans votre fondation, vous parlez aussi beaucoup d'autonomisation de la femme. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes dynamiques. Est-ce que ce défi est facile à relever dans une région où la culture et la tradition sont encore profondément ancrées dans les habitudes et les mœurs? Donc, il faudrait qu'on aboutisse à un concept qui est lié à la tradition et à la modernité. Même les sociétés les plus ancrées dans leur tradition, que ce soit au Maroc ou en Algérie, s'ouvrent de plus en plus à l'évidence, à ce qu'une femme, à ce que des femmes s'autonomisent. Nous ne voulons peut-être pas les rendre totalement indépendantes, mais je pense quand même qu'il vaudrait mieux qu'elles soient autonomes. Parce que dans cette autonomie, elles peuvent être plus créatives, elles peuvent être plus entreprenantes et elles peuvent créer de la plus-value, elles peuvent apporter de la plus-value. Et lutter contre le chômage et la pauvreté. Oui. C'est la vision que nous avons eue en créant la Fédération des femmes dynamiques du logo Néchari, qui n'est pas totalement suivi des faits, il faut le reconnaître aujourd'hui, parce que les différents protagonistes que nous avons choisis sur place ne sont peut-être pas intellectuellement outillés pour pouvoir sensibiliser, regrouper, réorganiser schématiquement ces femmes. Est-ce que vous ne vous faites, avant de parler éducation, puisque vous venez d'aborder le sujet, est-ce que vous ne vous faites pas taper sur les doigts par les autres hommes? Parce que on le sait, très souvent, regrouper les femmes et leur demander, par exemple... Ce n'est pas les individus que moi je combats. Les mentalités? C'est les mentalités, c'est les idées. D'accord. Et je suis un esprit ouvert. Que ceux qui ont mieux à proposer sur le plan des idées, sur le plan de l'évolution des mentalités. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. La femme d'aujourd'hui n'est pas comme celle qu'on a eue dans les années 60, nos grandes-mères, nos mamans. Non, c'est une femme qui est jalouse de son indépendance, c'est une femme qui est émancipée, c'est une femme qui est intellectuelle, c'est une femme qui est outillée pour faire bouger les lignes. C'est une guerrière. C'est la réalité. Et nous savons que lorsqu'elles veulent, elles peuvent. Oui, ça c'est clair. Maintenant, schématiquement, nous allons nous remettre en cause dans nos schémas directeurs consécutifs à cette création que nous avons mise en œuvre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir redéfinir des stratégies
qui nous permettent de déployer les actions que doivent mener cette fédération des femmes dynamiques du Logo-Nechari. Vous parlez également éducation. D'ailleurs, vous encadrez beaucoup d'étudiants du supérieur. Oui. Moi, ma question, c'est pourquoi le supérieur? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à la base? Parce que c'est déjà des esprits accomplis. D'accord. Parce qu'il y a plus de travail à faire à la base et nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour commencer à la base. C'est un segment régalien que nous allons laisser à l'État. Nous n'allons pas aller construire une école à Tokombéré. Nous n'allons pas livrer des tables bancs à Tokombéré. Nous avons pensé à un moment à le faire. Mais nous avons pensé qu'il était mieux de redéployer ces fonds sur des segments de personnes qui ont le plus besoin et qui, du fait de leur évolution, peuvent parrainer ceux de derrière. Nous avons signé un contrat social avec beaucoup d'étudiants. Nous vous parrainons, nous prenons en charge vos scolarités, nous mettons autour de vous des conditions de lobbyisme pour vous situer. Et vous prenez en charge parallèlement à ça, dès que vous êtes situé, un enfant ou un jeune étudiant qui n'est pas de votre famille, forcément. Un système de parrainage. Voilà. Qui est moins visible de plus en plus parce que nous le voulons moins visible. Nous n'avons pas vocation à nous targuer d'avoir fait ci ou ça à tel endroit ou à tel endroit. Nous le faisons de manière discrète, mais de manière efficace. Et ça marche. Et ça marche. En 2017, quand nous avons commencé, on avait 123 étudiants. En 2022, en plus de nouveaux bacheliers et tout, on est sensiblement à 418. J'espère que ce sont les étudiants de deux sexes. Mais évidemment, le genre aussi, c'est notre credo. D'accord. Ouais. Parlons un peu santé avec votre fondation, spécifiquement sur le terrain. Parlant de santé. Spécifiquement sur le terrain, c'est un chantier que nous n'avons pas encore abordé, mais que nous allons aborder à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer à nous déployer en faisant des dons en nature. Déjà, par exemple, à l'hôpital régional de Kousséry, je cherche d'ailleurs à entrer en contact avec le directeur de cet hôpital pour voir comment établir une plateforme de concertation qui permette de générer les initiatives pour leur apporter le soutien en termes de kits dans un premier temps et nous intégrer dans la politique de santé globale du ministère en ce qui concerne cette zone. Nous allons aborder le ministre le moment venu dans ce sens. Bon. Donc c'est un chantier que nous avons. Le chantier sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est l'éducation. C'est les problèmes d'identification avec les actes de naissance. Les actes de naissance pour les audiences foraines, les cadres nationaux d'identité, pour ceux qui n'en ont pas. Parce que dans nos zones, parfois, le système sécuritaire est tellement aiguisé, il est tellement restrictif que parfois, quand on met la main sur certaines personnes qui ne sont pas identifiées, on les assimile au Boko Haram. Et généralement, ils ne sont pas identifiés parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité, parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. C'est un chantier sur lequel nous sommes aussi. Et les fruits, est-ce que selon vous, ça marche? Oui, les fruits, je pense que on est quand même à mi-chemin et il serait temps, le moment venu, de faire un bilan. Un bilan proportionné comparé à notre vision stratégique de manière globale
sur la foi du plan d'action de la Fondation Abakaka Bourkoum. D'accord. Est-ce que dans votre région, dans votre localité précisément, est-ce qu'il y a d'autres associations? Est-ce que vous avez essayé de vous mettre ensemble pour pousser plus fort et plus rapidement le développement de l'extrême nord, ou tout au moins de Kousséri? L'objectif de création de la Fédération des femmes dynamiques, dans lequel il y a tout corps de métier, il y a des femmes qui vendent au marché. Et l'objectif de la création sous la tutelle de la Fondation Abakaka Bourkoum de la Fédération agro-industrielle du Logo-Néchari, c'était, en créant ces deux entités, de regrouper au sein d'une seule et même entité toutes les GIC et les associations. En ce qui concerne la Fédération agro-industrielle, on a répertorié, M. Mama Birma qui s'occupe de ça, a répertorié près de 4000 GIC regroupés au sein de la Fédération agro-industrielle. Plus ou moins idem du côté de la Fédération des femmes dynamiques. La Fédération agro-industrielle avait pour vocation d'accompagner le gouvernement dans le projet des zones irrigables pour la culture du riz que le MINEPAT, le MINADER, le ministère des Domaines avait mis sur pied. Donc, c'est un travail, c'est un chantier de longue haleine, sémé de beaucoup d'embûches liées à des pesanteurs politiques, parce que les politiques croient toujours à travers ces actions que vous menez, que vous voulez prendre leur place. Ravi la vedette. Oui, ravi la vedette. Ils sont là, ils se reconnaissent. Mais on est là, on travaille de manière plus efficace et de manière plus discrète. Je pense que le bilan à mi-chemin, à la fin de cette année, sera connu. De toutes les façons, on vous souhaite déjà bon vent dans vos activités. Mais avant de sortir quand même de cette émission, j'aimerais avoir votre avis personnel. Que pensez-vous de l'équilibre régional? C'est une aberration qui contextuellement aujourd'hui, comparée à la compétitivité, qu'elle soit intellectuelle, de manière individuelle, n'est pas adaptée. Mais s'il y a plus d'intellectuels à l'Ouest, c'est un exemple que je prends, et que sur la foi de ce que nous n'ayons pas les mêmes facultés intellectuelles, le même quotient intellectuel, il y en a moins à l'Est. Est-ce qu'on devrait paralyser ceux de l'Ouest pour donner une chance en termes de faculté à ceux de l'Est? Non, on doit laisser les esprits libres s'affirmer par leur leadership intellectuel. Pour créer l'émulation, l'équilibre régional a été créé dans les années 60, 70 pour favoriser l'émergence d'une forme d'élite dans une zone précise. C'était adapté à ça, on sortait de la colonisation, il fallait mettre sur pied, créer les jalons, mettre sur pied les jalons d'un État moderne pour solidifier des institutions que nous avons aujourd'hui qui continuent à être consolidées. On a mal en dépit de toutes les difficultés qui peuvent exister. Mais est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui? Je dis non. C'est mon avis. Parce qu'il ne faudrait pas paralyser les uns parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Il faudrait créer un cadre dans lequel il y a une forme de justice, une forme d'équité, qui favorise pas l'émulation, l'émergence d'un leadership intellectuel, même s'il peut être disparate, mais qui favorise l'émergence d'une élite intellectuelle, où qu'elle soit. Pas qu'on dise que dans une proportion, il y a déjà beaucoup d'administrateurs civils de ce côté. Maintenant, ceux qui ont les aptitudes de ce côté pour être administrateurs civils, on les paralyse au détriment de ceux qui sont de l'autre côté, qui sont intellectuellement. Non.
La vie, c'est un combat. Et le combat par le leadership, par les idées, est le meilleur. Et aujourd'hui, n'a pas vocation à l'implémentation d'une forme de discrimination intellectuelle. C'est mon opinion. Voilà, je le dis de manière claire. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Mon ami Guibaï. Justement, je vais vous demander. C'est mon ami, c'est mon frère. Je vous la pose parce qu'on a quand même le mouvement 10 millions de nordistes qui fait entendre sa voix de plus en plus. Pourquoi pas 10 millions de Camerounais? Les nordistes sont des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais à part entière. Non. Que mon ami Guibaï dise 10 millions de Camerounais. En ce moment, le Bamileke va adhérer, le Bassa va adhérer, le Hondo va adhérer, le Tone va adhérer. C'est ça la réalité. Nous sommes une nation qui doit rester unie face aux différents défis sécuritaires que nous avons aujourd'hui, qui sont d'un point à l'autre liés à des tentatives de sécession. On n'a pas besoin d'une dislocation par des slogans régionalistes. Parce que l'implémentation du régionalisme dans le cadre de la décentralisation de facto est de plus en plus évidente par la création d'un conseil régional, d'un président de conseil régional, par le déploiement des collectivités locales décentralisées, qui au fur et à mesure, au fil des années, va permettre que chaque région puisse plus ou moins gérer ses budgets. Mais on parle d'équilibre régional, on parle de 10 millions de nordistes. Guibaï, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais je ne partage pas cette idée. Est-ce que c'est encore possible avec la mixité qui existe aujourd'hui? On a beaucoup d'enfants qui... Ce sera de moins en moins possible dans les années à venir. Oui, ce sera de moins en moins. C'est comme en Europe. Le métissage aujourd'hui fera que certaines races, entre guillemets, se diluent et disparaissent et qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle race. Les métis, même les Chinois maintenant font des enfants avec les Africains. Donc, il faut laisser ça, il faut être au-delà de ces clivages. Les problèmes sont bien réels et récurrents, ils sont visibles. Mais nous ne devons pas circonscrire ces problèmes-là et les réduire à des phénomènes de régionalisation. Il y a un problème dans le nord, c'est non, oui. Comme il y a un problème à l'est. Comme il y a un problème, il y a des problèmes un peu pas dans le sud. C'est vrai. Mais qui s'est levé peut-être dans le sud pour dire que non, maintenant, 10 millions de sudistes. Bon, maintenant, si tout le monde fait 10 millions de sudistes, 10 millions de gens de l'Est, 10 millions de gens de l'Ouest, 10 millions de... Mais finalement, on aura 10 millions. Une association de 10 millions. 10 millions, une association de 10 millions qui va devenir, en fin de compte, une association de 10 millions de Camerounais. Dis donc. Je pense que c'est un concept qui a peut-être sa vocation selon l'initiateur, mais je ne pense pas que ce soit propice au contexte actuel. On a de vrais défis. Il y a beaucoup d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à l'est et dans le nord. Nous avons besoin d'être unis. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons achever cette émission. Merci. Moi, je vous dis merci. Beaucoup. Et j'en profite pour rendre un hommage particulier à M. Amadou Ali, qui nous a quittés depuis quelques jours, avant-hier, qui a été un grand homme d'État. Paix à son âme, et puis toutes mes condoléances les plus attristées de ma fondation et de moi-même. Je pense que je vais aller à Kolofata pour ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Merci encore pour toutes ces réponses et pour toutes ces idées. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.